297 000 €. C'est ce que chaque Norvégien possède virtuellement via leur puissant fonds souverain national. Plus de 1600 milliards d'euros investis dans près de 9000 entreprises à travers 70 pays. Cette richesse insolente n'est pas qu'une histoire de pétrole. C'est le fruit de 50 ans de gestion économique absolument magistrale. Alors que la Norvège semble avoir trouvé la formule magique, elle découvre le plus gros gisement de phosphate au monde. Valeur estimée 8 fois le PIB de la France. De quoi encore tripler la richesse du pays et rendre chaque Norvégien millionnaire. Pourtant, à mesure que le pays s'enrichit, certains voyants commencent à passer au rouge. Niveau scolaire en baisse, record d'arrêt maladie chez les salariés, fuite des capitaux, explosion de l'endettement personnel. La Norvège serait-elle en train de devenir victime de sa propre perfection? Une économie peut-elle être trop parfaite? Laissez-moi vous conter l'histoire du pays devenu trop riche. La veille de Noël 1969, la plateforme Ocean Viking découvre du pétrole dans le champ d'Ecofisk, en mer du Nord. C'est le début d'une histoire qui aurait pu mal tourner, comme au Nigeria ou en Angola. Mais contrairement aux idées reçues, la Norvège n'était pas un pays pauvre avant la découverte du pétrole. Elle figurait déjà parmi les 10 pays les plus riches du monde, avec un PIB par habitant plus élevé que la France. La pêche et les industries maritimes, mais aussi l'industrie chimique et la métallurgie, redoutablement efficaces, alimentaient déjà la croissance du pays. Mais surtout, la Norvège possédait déjà des institutions démocratiques solides, une corruption quasi inexistante et un niveau d'éducation très élevé. C'est sur ces fondations déjà robustes que va se construire le miracle norvégien. Comme dans la plupart des pays riches en pétrole, Shell, BP ou encore Total ne peuvent exploiter les ressources qu'à une condition. L'État norvégien doit participer à hauteur minimale de 50% dans chaque projet. La logique, les ressources appartiennent avant tout au peuple norvégien, pas aux actionnaires des compagnies pétrolières étrangères. La Norvège crée ainsi en 1972 sa compagnie pétrolière nationale, la Statoil, qui est renommée Equinor en 2018. Statoil ne se contente pas d'extraire et d'exporter du brut. Grâce aux ingénieurs norvégiens, la pétrolière développe des capacités de raffinage. Ces dernières comptent parmi les plus sophistiquées et efficaces de la planète, à tel point qu'il devient rentable pour les pays exportateurs de faire transiter le pétrole par la Norvège avant de l'envoyer aux consommateurs finaux européens. En 1990, la Norvège fait face au dilemme qui accable tous les pays pétroliers. Comment le pays va-t-il survivre une fois que les réserves seront taries? Dans les Émirats, au Qatar, en Arabie Saoudite, on a choisi la taxation à 0% pour rendre le pays attractif et on investit massivement dans un maximum de secteurs très diversifiés. Mais combien de temps un pays pourra-t-il tenir des dépenses si importantes sans lever l'impôt? Au Venezuela, on distribue la rente via des programmes sociaux généreux. Mais le résultat est une course politique à qui donnera le plus, une dépendance totale au pétrole et aujourd'hui, une inflation moyenne de près de 3000% qui laisse l'économie en ruine. La Norvège choisit une autre voie. En 1996, elle crée officiellement le Government Petroleum Fund, dans lequel est reversée toute la rente pétrolière excédentaire. Au départ, l'idée était seulement de constituer un matelas de sécurité budgétaire en cas de baisse des cours du pétrole. Ces fonds ont d'abord été investis dans des obligations d'État, puis dans des actions d'entreprise, de l'immobilier ou encore du private equity. Attention, le nom du fonds est trompeur puisque ce n'est pas un fonds de pension pour les retraités. C'est un fonds de pension pour quand le pétrole lui-même partira à la retraite. Lorsque les puits se tariront, les revenus d'investissement prendront le relais. Cette idée n'est pas nouvelle. D'autres pays, y compris ceux qu'on a cités précédemment, ont déjà leurs fonds souverains. Mais ceux-ci sont souvent assez opaques. Le fonds norvégien, lui, est parfaitement transparent et les positions qu'il détient sont publiques. 70,6% des fonds sont investis en actions. Le fonds détient en moyenne 1,5% de toutes les entreprises cotées dans le monde. Il possède donc des parts dans Apple, Nestlé, LVMH, Nvidia et dans 9000 autres entreprises. 27,1% sont investis en obligations. Ici, c'est de la dette souveraine des pays développés qui offre de la stabilité et des revenus réguliers. 1,9% est investi en immobilier, un sacrilège pour nous Français, mais c'est cohérent avec la découverte de cette vidéo. Plus le patrimoine grandit, plus la part de l'immobilier va baisser. Les 0,4% restants, eux, vont dans le financement des énergies renouvelables. Le fonds n'investit qu'à l'étranger, jamais en Norvège, pour éviter la surchauffe économique. Dans le fonds, vous retrouverez ni armement, ni tabac, ni charbon, pour des raisons éthiques. Enfin, la Norvège suit une règle stricte en termes de taux de retrait, jamais plus de 3%. Concrètement, chaque année, la Norvège peut vendre maximum 3% de son capital. Ce taux de retrait est un concept que les personnes indépendantes financièrement peuvent appliquer et qui est extrêmement important. Les économies pétrolières souffrent toutes du même mal, la volatilité. Lorsque le baril du pétrole est à 100 $, c'est l'euphorie. Mais lorsqu'il chute à 30 $, c'est la catastrophe. Le fonds norvégien agit alors comme un amortisseur géant. Quand les prix sont élevés, on épargne massivement.
Et lorsque les prix sont en chute libre, on puise modérément sans toucher aux services publics ni augmenter les impôts. Tout ça mis bout à bout crée une machine économique parfaite. Le fonds a généré un rendement de 214 milliards d'euros en 2024, presque autant que les exportations pétrolières. Grâce au fonds souverain, chaque Norvégien dispose virtuellement de 348 000 $ ou 297 000 € qui travaillent pour ses intérêts directs. Toute personne peut même suivre en temps réel la composition et la performance du fonds de pension norvégien. Exactement comme si la Norvège avait son propre Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de suivre vos investissements, améliorer votre performance et investir directement sur une interface simple et claire. Concrètement, vous pouvez synchroniser de façon automatique plus de 20 000 établissements financiers. Ensuite, nous vous proposons toute une gamme d'outils afin d'améliorer votre performance. Notre scanner de frais va analyser vos enveloppes d'investissement et identifier les supports qui sont optimisables. Enfin, vous pouvez investir directement depuis l'appli, notamment via notre assurance vie. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer votre essai gratuit de 14 jours. Le génie norvégien ne s'arrête pas là. Encore une fois, en opposition aux autres pays pétroliers, la Norvège maintient l'un des taux de prélèvement obligatoires les plus élevés au monde. Mais pourquoi s'infliger autant d'impôts alors que le fonds pourrait tout financer ? La réponse, la discipline et la vision long-termiste. Les impôts viennent financer un modèle social extrêmement généreux. Les revenus du pétrole, eux, sont fléchés vers la construction de l'avenir lorsqu'il n'y aura plus d'énergie fossile. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Avec 86 800 $ de PIB par habitant, chaque Norvégien produit 1 000 $ de plus qu'un Américain. Le tout en travaillant 22% de moins. L'espérance de vie atteint 83 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes, ce qui les place dans le top 5 mondial. La mortalité infantile de 2 pour 1000 égale le record du Japon. Face au cancer, les Norvégiens ont le meilleur taux de survie de l'OCDE. Chaque municipalité dispose d'un médecin de garde gratuit 24 heures sur 24. Au-delà de 280 € de frais médicaux annuels, tout devient gratuit. Les 2 parents ont 49 semaines de congés parentaux à se répartir entre eux. Ces congés sont payés à 100%. À titre de comparaison, en France, les parents disposent d'environ 20 semaines, 16 pour la mère et entre 3,5 et 4,5 pour le père. En Norvège, l'éducation est gratuite de la maternelle au doctorat et chaque enfant reçoit une allocation mensuelle de 100 €. Tous ces facteurs font de la Norvège un pays où il fait bon vivre et où tous les citoyens s'enrichissent à l'unisson. Les 20% les plus riches ne gagnent que 3,1 fois plus que les 20% les plus pauvres. En France, c'est 4,7 fois plus. Aux États-Unis, c'est 8,5 fois plus. La cerise sur le gâteau, c'est que si le pétrole venait à disparaître du jour au lendemain, le pays serait au final pas aussi affecté que d'autres. Grâce à ses navires ultra spécialisés, gaziers, offshore, pétroliers high-tech, la Norvège est classée numéro 8 parmi les pays détenteurs de la flotte maritime la plus chère au monde, juste derrière le Royaume-Uni. Elle domine l'export du saumon, elle mène la danse sur l'éolien offshore et l'hydrogène. La Norvège influence le système financier mondial avec son fonds souverain. Un sans faute économique. Ou presque. Nauru, une île de 21 km² située au beau milieu du Pacifique, était dans les années 70 le pays le plus riche du monde en PIB par habitant. Ses 10 000 citoyens vivaient dans l'opulence grâce à la découverte de gisements géants de phosphate. Aujourd'hui, cela paraît bien loin et les gisements sont asséchés. Le taux de chômage sur l'île est de 90% et 95% de la population est victime d'obésité endémique. Le cas de Nauru n'est pas anodin. Comme je vous le disais en début de vidéo, la Norvège a elle-même annoncé en 2024 la découverte de 77 milliards de tonnes de phosphate sous ses sols. Le phosphate est une ressource critique pour nos économies modernes. Il est, entre autres, indispensable pour les fertilisants, les batteries des véhicules électriques ou encore les panneaux solaires. Ce gisement, c'est tout simplement le plus grand de la planète et pour la première fois, le phosphate se trouve dans un pays politiquement stable. La valeur théorique, 24 000 milliards de dollars. Autrement dit, 8 fois le PIB de la France. La réaction en Norvège face à cette montagne d'argent, un silence assourdissant. À peine 2 articles discrets publiés dans la presse locale. Cette indifférence trouve ses racines dans une particularité culturelle profonde. Pour comprendre la mentalité norvégienne, il faut comprendre le Jantaloven, la loi de Jante. En 1933, l'auteur dano-norvégien Axel Sandemos publie « Un fugitif recoupe ses traces » où il formule 10 règles censées critiquer l'esprit de clocher scandinave. Tu ne dois pas croire que tu es quelqu'un, que tu vaux autant que nous, que tu es plus intelligent que nous, que tu es meilleur que nous, que tu sais plus que nous, que tu es plus que nous, que tu es bon à quelque chose, que tu peux rire de nous, que quelqu'un se soucie de toi, que tu peux nous apprendre quelque chose. Conçues comme une satire, ces règles sont paradoxalement devenues un guide de vie officieux.
Cette mentalité façonne la société et l'économie norvégienne de manière profonde. Instaurer un salaire minimum légal est inutile puisque les syndicats ultra puissants garantissent l'égalité pour tous. Les ingénieurs norvégiens gagnent en moyenne 40% de moins que ceux dans la Silicon Valley et pourtant, ils restent dans le pays. Les impôts élevés ne sont jamais remis en cause car l'égalité compte plus que la fortune personnelle. Mais le revers de cette médaille, c'est une culture de l'innovation plus que timide. Pourquoi créer une start-up quand réussir trop vous fait passer pour un arrogant ? Pourquoi prendre des risques quand Equinor peut offrir un salaire de 100 000 € annuels garanti ? Ces questions, elles vont faire partie intégrante du paysage médiatique national lorsqu'en 2023, l'économiste norvégien Martin Beck-Holte publie un essai choc. Son titre, « Trop riche pour réussir ?» En 8 semaines, le tirage total atteint 53 000 exemplaires. Les librairies norvégiennes ne se souviennent pas de la dernière fois qu'un livre de non-fiction s'est vendu aussi vite et en aussi grande quantité. La thèse de l'économiste ? La Norvège a réussi à éviter la malédiction du pétrole pour tomber dans un autre piège plus subtil. Quand chaque citoyen a virtuellement 340 000 $ en banque, pourquoi se battre ? Quand l'État-providence couvre tous les besoins, pourquoi innover ? Quand l'échec est impossible, pourquoi réussir ? Le poids des startups dans le PIB norvégien est de 1,5% contre 4,5% chez leurs voisins suédois. La Norvège compte exactement 0 licorne, ces startups qui valent plus d'1 milliard, à son actif. Aucune biotech ni fintech majeure. Une présence plus que timide dans l'IA. À Stockholm, en Suède, on retrouve plus d'une dizaine de licornes tech, dont des géants cotés en bourse comme Spotify et Klarna, dont la renommée est mondiale. Les startups, ce sont des moteurs technologiques d'une nation qui se réinvente. Soumis à la loi de puissance, la majorité vont faire faillite, mais celles qui réussissent peuvent changer le visage d'un pays. Cette notion même de révolution économique ne semble pas vraiment pertinente pour les ménages norvégiens. La productivité par habitant est certes déjà élevée, mais sa croissance, qui plafonne à 0,5% par an, inquiète, surtout à l'ère de l'IA. Hors pétrole, la progression tombe à peine à 0,3%. Malgré l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, les travailleurs norvégiens sont constamment malades. L'absentéisme pour cause de maladie atteint 7,5% de la population active, un record européen. Un médecin d'Oslo témoignait dans le livre de Beck-Holte. « Mes patients viennent pour un rhume et repartent avec 3 semaines d'arrêt. Personne ne questionne, l'État paye. » Les ménages norvégiens, malgré leur richesse, sont aussi les plus endettés au monde. 210% de dette par rapport aux revenus disponibles, le double de la France et de l'Allemagne. À cela s'ajoute le fait que depuis une augmentation de l'impôt sur la fortune en 2022 qui est passé de 0,85% à 1,1%, 72 milliardaires et multimillionnaires ont quitté le pays, direction la Suisse. Le patrimoine cumulé qui a quitté la Norvège, 4 milliards €. La perte fiscale entre les 72 personnes et tout l'écosystème qu'ils fédèrent est estimée à 500 millions € par an. Cet exode n'inquiète pas les Norvégiens puisqu'ils sont convaincus que le fonds souverain sera toujours là. Pour l'instant, ce camp n'a effectivement pas tort. Cette lente érosion de la compétitivité est largement masquée par les revenus massifs du fonds souverain. Mais pour combien de temps ? C'est difficile de connaître les chiffres exacts, mais certaines enquêtes, notamment celle de Bloomberg, nous éclairent. En 2000, le fonds finançait 4% du budget du pays. En 2024, il finançait déjà 18%. Selon certaines projections, il devrait financer 25% du budget d'ici 2030. La règle budgétaire norvégienne limite les prélèvements à 3% de la valeur du fonds chaque année. Mais chaque euro prélevé est un euro qui n'est plus investi et ne travaille donc plus. Tous ces événements ont fait s'effondrer discrètement la couronne norvégienne qui s'est dépréciée de 40% en 10 ans. Et pour l'instant, rien n'indique que la tendance s'inversera. Pire, elle pourrait même s'accélérer au vu d'une perte d'intérêt des jeunes élèves norvégiens pour l'école. Depuis 2020, les inscriptions en physique-chimie ont chuté de 35%, un chiffre qui inquiète. L'attrait pour les matières scientifiques est un moteur essentiel dans une économie qui veut être tournée vers l'innovation. Pire encore, 18% des élèves quittent l'école prématurément, presque le double de la moyenne européenne. Pourtant, il y a encore peu de temps, la Norvège se targuait d'avoir le 3e meilleur système éducatif au monde en dépensant plus de 20 000 $ par élève par an. C'est plus du double de nos dépenses en France. Le livre de Beck-Holte n'est pas exempt de critiques. Des imprécisions sur certains chiffres ont été relevées et le ton pris est volontairement alarmiste afin de susciter une réaction. Mais son point positif, qui fait l'unanimité, c'est qu'il a aidé à lancer un débat national sur les dérives potentielles de la richesse. Le cas norvégien est saisissant. Un pays qui s'enrichit sans cesse où pourtant les indicateurs fondamentaux sont en déclin. C'est cette combinaison rare qui permet aux partis populistes de gagner énormément de terrain depuis quelques années. Dans le 4e pays le plus riche du monde, les thèmes de campagne qui font le plus réagir sont le pouvoir d'achat, la surimposition et la défaillance des services publics. Un paradoxe qui révèle un mal-être profond. Quand on a tout, on se compare. Les Norvégiens regardent avec envie les salaires suisses, le dynamisme suédois,
les impôts estoniens, l'innovation américaine. Alors, est-ce que nous devrions essayer d'importer le modèle norvégien en France ? L'idée d'un fonds souverain français est très séduisante. Mais c'est un mirage, pour une raison très simple. Entre l'absence de matières premières et un déficit budgétaire structurel depuis plus de 50 ans, ce serait tout simplement impossible. Par définition, ce déficit signifie qu'il n'y a pas de surplus à investir. Les vrais enseignements norvégiens pour la France se trouveraient plutôt dans ces grands principes de gestion. Le premier, c'est la planification. Cette planification, elle est faite sur plusieurs générations et il n'y a pas de revirement de bord, peu importe les gouvernements. Ensuite, il y a une valeur essentielle en Norvège, la transparence. Oui, l'État-providence est extrêmement généreux, mais par contre, toutes les dépenses peuvent être suivies. La transparence est poussée à l'extrême puisqu'on peut suivre d'une part toutes les dépenses de l'État, mais aussi voir combien chaque Norvégien paye en impôts. C'est ce pacte qui permet à la Norvège de ne jamais remettre en cause les taux de prélèvement importants. Vous l'aurez compris, il est clair que le vrai danger pour la Norvège n'est pas un effondrement version Venezuela. Mais attention, la stagnation n'est pas non plus souhaitable. La Norvège commence à présenter de nombreux points communs avec la sclérose japonaise des années 90. Productivité stagnante, innovation en berne, jeunesse démotivée, complaisance généralisée. La différence de fond, le Japon n'avait pas de fonds souverain pour masquer le déclin. La Norvège pourrait se permettre 30 ans de stagnation sans que les citoyens ne s'en rendent compte. Mais est-ce vraiment souhaitable ? Malgré toutes ses forces, la Norvège fait face au même challenge que tous les pays développés. La transition énergétique, le vieillissement démographique, la menace des pays émergents, l'émergence de l'IA. Le phosphate viendra-t-il compenser tout cela ? Pas sûr. L'extraction est complexe et très coûteuse. Les marchés sont volatiles et la concurrence très rude. Au-delà des pures considérations chiffrées, la Norvège pose une question fondamentale. Et si la croissance perpétuelle n'était pas le but ? Finalement, à quoi bon être plus riche lorsqu'on a déjà tout ce qu'il faut ? La Norvège reste objectivement et de très loin l'un des meilleurs endroits où vivre sur notre planète. Alors pourquoi changer une équipe qui gagne ? La vraie leçon norvégienne est peut-être qu'au fond, il n'existe pas de formule magique. Un mélange idéal de capitalisme et de social-démocratie, de liberté de marché et de régulation, d'ouverture et de protection que chaque pays pourrait répliquer. Alors, à votre avis, l'économie parfaite existe-t-elle ? Si vous êtes toujours là, répondez-moi dans les commentaires et dites-moi aussi si ce nouveau format vous a plu. Si oui, vous pouvez aussi me dire quel pays je devrais couvrir en prochain. Afin d'apprendre à préparer votre avenir financier comme un fonds souverain national, je vous conseille de regarder cette vidéo.